Bonjour Internet. Alors normalement je fais pas trop des vidéos en français, mais là j'avais très envie d'en faire une pour présenter un auteur dont la pensée est souvent méconnue, voire méprisée en France. En tout cas pour ceux qui la connaissent, parce que c'est relativement rare. Alors j'ai nommé Harry Guntrip. Du coup, pourquoi je voulais en faire une vidéo? Eh ben, c'est très simple. Harry Guntrip a des idées qui sont, je trouve, super utiles et super importantes et qui pourraient justement éclairer certains fonctionnements psychiques très spécifique et on n'en parle jamais. Alors, je pense qu'il s'agit là d'une guerre d'école, au sens où il faisait partie plus ou moins du mouvement de la relation d'objet, qui est un mouvement britannico-américain. Et souvent, le fait d'être britannico-américain, dans les courants psychanalytiques français, ça passe pas trop. Peut-être un peu plus maintenant, mais en tout cas pendant très longtemps, l'idée c'était plus ou moins les Américains, les Anglais, ils ont rien compris. Nous en France, on possède la bonne version de la psychanalyse. Euh, alors c'est pas du tout quelque chose auquel j'adhère, même quelque chose que je rejette activement. Je pense que tous les courants ont des choses intéressantes et qu'on peut tous apprendre des uns des autres. Mais alors là, du coup, pour Ion Trip, je voulais en parler pour rectifier certaines choses et pour pouvoir justement donner un point de vue que je trouve très riche. Alors, Guntrip, du coup, est surtout connu pour son étude des personnalités schizoïdes. Alors, qu'est-ce qu'une personne schizoïde? Une personne schizoïde, telle que définie par le DSM, c'est quelqu'un qui a un détachement des relations humaines. C'est-à-dire qu'il ne va pas chercher des activités en groupe, il ne va pas chercher la relation, il va avoir très peu d'amis, il va grosso modo éviter la sexualité, avoir un désintérêt, être complètement neutre et froid vis-à-vis des compliments ou des reproches qui peuvent lui être faits. C'est-à-dire qu'il ne veut pas montrer qu'il est content, pas montrer qu'il est spécialement touché par ça. Ça ne veut pas dire que subjectivement il ne l'est pas. Donc là, il va y avoir déjà une différence. En fait, le DSM ne présente les choses que d'une manière très objectivante, objectivable, et pas du tout sur la subjectivité. Ce qui fait que, en fait, les schizoïdes, qui sont un peu subtils ou un peu pas tout à fait dans les clous du DSM, bah on va complètement les ignorer. Ils vont passer pour autre chose. Des obsessionnels très froids, très sévères, des gens qui ont une dépression très sévère, très importante. Alors qu'en fait, c'est un mode de fonctionnement à part entière. Et c'est là où Guntrip, du coup, je raccroche les bâtons, eh bien, il arrive. Il arrive pour dire que, grosso modo, il existe des personnalités qui sont détachées, déconnectées, mais qu'elles ne vont pas nécessairement le montrer. C'est-à-dire qu'en gros, en anglais, il y a cette idée qu'il y a des schizoïdes objectivement démontrables, demonstrable in English, en anglais. Du coup, en gros, par exemple, votre ermite qui vit dans la montagne, reclus de tout et qui veut voir personne, ça, ce serait caricaturalement, hein, bien sûr, un schizoïde ouvert. Enfin, en gros, on voit les symptômes. Mais il y a des schizoïdes qui sont dissimulés, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont détachés, déconnectés, mais ils vont pas le montrer. Ils vont même parfois avoir ce qu'on peut appeler un exhibitionnisme schizoïde, c'est-à-dire qu'en gros, ils vont avoir des relations humaines, ils vont se marier, avoir des enfants, s'attacher aux autres en surface, mais en fait, au fond d'eux, ils seront complètement déconnectés. Et c'est là où ça devient très intéressant, parce que Guntrip est l'une des personnes, et l'un des premiers à avoir vraiment poussé l'étude des processus schizoïdes pour les patients. Et aussi, on peut penser pour lui-même. Alors, je ne suis pas un expert d'Harry Guntrip, je n'ai pas écrit ma thèse dessus ou ce genre de choses, mais j'ai lu plusieurs de ses articles et plusieurs de ses livres. Donc, j'ai quand même une bonne compréhension, je pense, et une bonne vue d'ensemble de son parcours. Alors, je vais m'attarder surtout sur les processus schizoïdes, mais on parlera aussi de comment il voyait la psychothérapie. Et pour que ce soit pas non plus trop long, je vais surtout vous parler de ces idées qu'il développe dans The Schizoid Phenomena, The Self, c'est The Schizoid Phenomena, Object Relations and the Self. Donc en gros, les processus schizoïdes, la relation d'objet, qui est le courant théorique britannique principal, et le self. Donc du coup, c'est vraiment son livre phare. Alors pour lui, le schizoïde, pour Guntrip, c'est quelqu'un qui va avoir 7 critères diagnostiques que Guntrip va théoriser et mettre en avant. Donc il va dire que déjà, le premier critère, c'est l'introversion. Alors c'est pas l'introversion comme juste quelqu'un qui a un peu du mal à se faire des amis, et c'est pas non plus, c'est pas non plus juste de la timidité. C'est le fait que la personne va garder les choses pour elle, va avoir un monde intérieur riche,
qui va être fouillé dans le détail, qui va être très intéressant, mais elle va pas nécessairement partager, elle va être un peu déconnectée, un peu... Enfin, voilà, elle va pas montrer ce qu'elle a à l'intérieur, en fait. Elle va le garder pour elle-même. Donc ça, c'est le premier critère. Et là, je simplifie, mais pour que vous ayez une bonne idée du vibe, plutôt que vraiment des diagnostics carrés, type fiche technique, quoi. Ensuite, il y a le retrait. Le retrait, du coup, c'est quoi? C'est le fait que la personne ne va pas interagir avec le monde, ne va pas chercher à aller au-delà ou en avant ou de l'avant avec le monde. Elle va plutôt se mettre dans ses propres activités, vis-à-vis de lui-même, il ne va pas chercher l'interaction. Ce n'est pas une question de timidité ou d'anxiété sociale. Alors, justement, le gros distinguo, c'est que la personne ne va pas être timide, elle ne va pas se dire « mince, j'espère qu'on ne va pas me juger, j'espère que les gens ne vont pas me détester ». C'est moins ça, c'est vraiment l'idée que la personne va mettre une distance. Distance qui, en fait, selon Harry Guntrip, est liée à des traumas infantiles, où la personne n'a pas pu faire confiance au plus profond à l'autre. Du coup, ça va créer une déconnexion où finalement la personne va se tourner vers elle-même comme étant le centre, en disant bah, en gros, je ne peux pas compter sur les autres, donc je dois compter que sur moi-même. Il y a vraiment cette idée d'autosuffisance, d'ailleurs c'est un critère, c'est-à-dire qu'en gros, ça va être une autosuffisance où la personne va essayer de tout faire par elle-même, de gérer ses affects par elle-même, de faire des choses par elle-même, plutôt que de solliciter autrui ou de demander à autrui. Parce que fondamentalement, il n'y a pas nécessairement de confiance dans autrui, dans le lien à autrui. Pour Guntrip, en fait, le moi, donc le moi freudien, mais là, pour Guntrip, le moi du schizoïde, du coup, en fait, est un moi régressé. C'est-à-dire que le schizoïde va, en fait, se replier sur lui-même. Et en fait, il va attendre, espérer que quelqu'un vienne chercher son moi. Alors, inconsciemment, hein, c'est pas... La personne ne va pas nécessairement mettre en place des stratégies pour que l'autre trouve, mais voilà, son moi va se replier sur lui-même. C'est un peu différent du faux self, dans le sens où la personne va, en un sens, se replier et avoir conscience qu'elle se replie, qu'elle ne peut pas connecter et que ce n'est pas vraiment qui elle est vraiment au plus profond. Elle va avoir conscience qu'il y a un gap, donc un trou entre ce qu'elle présente et son repli interne. Donc ça, il y a l'introversion, le retrait et le narcissisme. Alors le narcissisme n'est pas à comprendre comme les troubles de la personnalité narcissique, c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui vont être hautains ou méprisants, mais c'est des gens qui justement, en fait, puisqu'ils sont tournés que sur eux-mêmes, en gros, ils vont avoir une vie interne tellement riche que leurs objets, c'est-à-dire les gens qui devraient être à l'extérieur, les relations humaines, vont être des relations intériorisées. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont vivre leur monde interne de manière maximale, c'est-à-dire de manière narcissique, où ils vont finalement avoir quelque chose d'auto-centré sur eux, mais ça ne va pas être dans la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne va pas être égoïste, mais en gros, leur monde interne tourne totalement, quasiment sans l'aide de l'extérieur. C'est ça que ça veut dire. Alors je sais, c'est un peu confusionnant, mais voilà, le narcissisme de Guntrip n'est pas le narcissisme classique. Voilà, il faut juste le savoir. Ensuite, il y a ce principe d'autosuffisance, c'est-à-dire la personne va vraiment vouloir se débrouiller tout seul, parce que justement, si elle est autonome, eh bien, elle n'a pas besoin des autres. Ce n'est pas elle est meilleure que les autres. Et ça, c'est très important de le comprendre. Le schizoïde ne va pas se mettre en position de supériorité, nécessairement. Enfin, il peut, mais c'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'il va se mettre en position de si j'ai pas besoin des autres, alors je suis autonome, alors je suis en sécurité. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons la perte d'affect. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, vu que la personne est détachée, bah, elle va perdre ses émotions, ou en tout cas, elle va en perdre certaines, parce que justement, elle va se détacher à la fois des autres, mais aussi d'elle-même, et des parties d'elle-même. Donc du coup, voilà, il y a un émoussement affectif qui va être le corollaire de tout ça. Alors, l'un des trucs phares du schizoïde, c'est la solitude. Et la solitude, ça va être le résultat d'un peu tout ce qu'on vient d'évoquer. C'est-à-dire que concrètement, la personne va être seule et va se sentir seule. Parce que c'est aussi ça. Même si elle ne va pas nécessairement le verbaliser aux gens autour d'elle, la solitude va être profonde. Et en fait, il faut bien comprendre que la solitude, de façon caricaturale, c'est l'ermite ou le schizoïde du DSM. Mais il y a des paliers, il y a des degrés. On n'est pas que dans le rejet complet de la société. Hein. Il y a des passerelles, il faut être vachement nuancé quand on pense à ça ou quand on parle de ça, surtout quand on évoque la théorie de Guntrip. Et beaucoup d'entre eux ont aussi le désir de s'en sortir.
Le rejet n'est pas absolu et pas total. Mais c'est juste que cette partie fait face à tellement de traumas et tellement de souffrances qu'en fait, il y a cette idée que est-ce que les autres peuvent vraiment être là pour la personne schizoïde. La personne schizoïde se demande est-ce que les autres peuvent vraiment être là pour moi. Et vraiment, ça va le hanter ou la hanter, parce que c'est aussi bien féminin que masculin, hein, c'est pas genré. Et voilà, ça c'est un gros critère. Il va y avoir aussi ce qu'il appelle la dépersonnalisation. Alors, de nos jours, on appellerait ça plus de la dissociation, mais c'est l'idée que le schizoïde, au final, va faire un peu semblant avec les autres. Il va pas être tout à fait authentique, il va être un peu comme un observateur, comme il regarde à travers la fenêtre, mais pas lui-même, et dans une position un peu de surplomb, c'est-à-dire il n'agit pas vraiment avec les autres. C'est plutôt comme une persona, pour reprendre le vocabulaire de Jung, ou pour reprendre un vocabulaire neutre, un rôle qu'il donne à jouer, mais c'est pas vraiment lui. Et donc du coup, cette perte, et aussi c'est une perte d'affect, parce que finalement il ne vit pas sa vie, il met un rôle qui a pour but d'interfacer avec les autres. Et bien sûr, ce rôle vient d'un fait qu'il faut mettre de la distance et se protéger face à un monde externe vécu comme étant dangereux. Alors que le monde interne, lui, il est vécu comme étant positif, sain et gratifiant. Même si en fait, finalement, cette gratification interne, elle a ses limites. Forcément, le monde externe est plus gratifiant, mais aussi plus risqué pour le schizoïde. Et en fait, nous avons la régression. Alors, pareil, c'est la régression selon Guntrip. C'est pas la régression au sens thérapeutique du terme. Pour lui, en fait, la régression, c'est quoi? C'est le fantasme du retour à l'utérus maternel, qui serait vraiment le fantasme prototypique du schizoïde. C'est-à-dire qu'en gros, presque selon Guntrip, on ne peut pas avoir un schizoïde sans avoir ce fantasme. J'exagère, mais c'est vraiment pour vous dire l'importance que Guntrip lui accorde à ce fantasme-là, comme étant le fantasme phare, majeur et le pilier soutenant toute la structure schizoïde. L'idée, c'est qu'en fait, le monde externe est dangereux. Donc du coup, le seul endroit en sécurité, c'est un monde pré-objectal, c'est-à-dire avant les objets, avant les autres, au sein de l'utérus de la mère, de l'utérus maternel. Et donc du coup, ce serait un moyen finalement d'être en sécurité et d'être dans un monde où on ne peut plus leur faire de mal. Et ce sentiment de sécurité va être très profond, très internalisé. Et ça peut être souvent vu par le fait que les schizoïdes aiment beaucoup l'eau, ils aiment beaucoup s'envelopper de choses, ou se mettre dans des bains, ou prendre des douches, enfin, ce genre de choses, ce genre d'imaginaire. Gardez-le à l'esprit. Après, c'est pas une liste exhaustive, hein, bien sûr. Alors, petit aparté. Alors, tout ce que j'ai dit, ça peut vous faire tiquer en mode « Ah, ça se trouve, en fait, les schizoïdes, c'est ce qu'on appelle maintenant des autistes. » Alors, oui et non. Oui, dans le sens où il y a beaucoup de points communs. Je crois que de tous les troubles de la personnalité, schizoïde et autiste vont très bien ensemble. Donc, en effet, il peut y avoir comorbidité, c'est-à-dire que l'un mène à l'autre. Mais les autistes ne sont pas nécessairement schizoïdes. Les autistes peuvent avoir du mal à interagir, mais vraiment vouloir interagir au plus profond d'eux. En fait, ils vont peut-être être maladroits socialement. Ça ne veut pas dire qu'ils le sont, hein, mais ça veut dire que ils n'ont pas tous les codes, ou les codes peuvent être un peu difficiles dans leur compréhension, dans leur application. Les schizoïdes connaissent les codes. Ils savent comment ça marche, ils savent ce qu'on attend d'eux. C'est juste qu'ils ne participent pas, ou ils refusent de participer au-delà de ce qu'ils devraient faire. Et je pense que c'est un distinguo qui est important. Il y a aussi le fait que les schizoïdes n'ont pas nécessairement en eux-mêmes d'intérêt restreint. C'est-à-dire, en gros, ils ne sont pas nécessairement à fond dans quelque chose. Ce qui peut être le cas chez les autistes. C'est pas tous les autistes, bien sûr. Faut jamais faire des généralités comme ça. Et pour l'intérêt, c'est que vous puissiez comprendre que ce n'est pas les mêmes choses et qu'il ne faut pas non plus les utiliser de manière interchangeable. Parce que ça, c'est important. Je pense que dans notre monde actuel, trop souvent, on a tendance à utiliser les choses de manière interchangeable. On pensait que parce que c'est psychanalytique, ça vaut plus rien. Et donc, du coup, on remplace par le vocabulaire moderne. C'est pas le cas. Alors, aussi des choses majeures pour Guntrip, c'est que les phénomènes schizoïdes ne sont pas nécessairement seuls. On peut être bipolaire et schizoïde. On peut être obsessionnel et schizoïde. On peut même être hystérique et schizoïde. Hein, on peut se dire c'est un peu perché, mais pourquoi pas? Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que tout ça, c'est des interfaces. Les gens envoient des interfaces. Donc, le plus profond peut être beaucoup plus détaché, et donc beaucoup plus subtil, donc beaucoup plus dur à voir. Et aussi cette idée que la schizophrénie et la schizoïdie sont liées. Alors ça, c'est même avant Guntrip. Mais
Ce n'est pas nécessairement vrai. Et en plus, souvent, si jamais le repli est d'ordre schizoïdique dans les premiers moments dans la schizophrénie, ça ne dure pas. Ça ne dure pas et c'est une ultime défense contre la décompensation. Alors que chez les schizoïdes, ça dure. Ça dure et c'est même assez stable dans le temps. Hein. Donc il n'y a pas de rupture ou de changement d'affect trop important. Ce sont souvent très désaffectivés. Alors voilà pour les processus schizoïdes selon Guntrip. C'est vraiment son truc phare et je trouve que justement, en fait, on gagnerait en France à les connaître pour justement pouvoir aider les patients au mieux. Parce qu'en fait, beaucoup de patients schizoïdes se font malheureusement étiquetés autistes ou psychotiques ou borderline ou ceci ou cela. Alors que ce n'est pas vrai, ce n'est pas, je pense, ce n'est pas assez précis. Justement, l'intérêt de Guntrip, c'est qu'il nous donne vraiment des grilles de lecture super précises sur ce genre de troubles. Voilà pour le côté schizoïde et pourquoi j'avais vraiment envie d'en parler. C'est parce que c'est tellement méconnu que je trouve que rien que d'en parler dans une vidéo YouTube qui sera ou non vue, parce que ça, voilà, c'est toujours les aléas d'Internet, mais voilà, ça permet au moins de mettre ça en valeur quelque part. Et c'est ce que je voulais faire. Maintenant, il y a tout un autre côté à Guntrip qui est super intéressant. C'est le côté psychothérapeutique. Alors, il était à fond dans la psychothérapie. Vraiment, il y croyait, et surtout la thérapie d'orientation analytique. Même s'il n'était pas du tout dogmatique pour le coup, même dans ses livres, ça se sent, qu'il pense qu'il y a tout à fait une place pour les TCC, pour d'autres méthodes, mais que pour lui, il voyait l'intérêt surtout pour les schizoïdes d'aller en psychanalyse. Pourquoi ? Parce que c'est la méthode la plus respectueuse du temps, c'est-à-dire qu'en gros, on laisse le temps au temps, un peu en psychanalyse, et que en gros, c'est de longue durée et que ça permet vraiment à tous les fantasmes et tous les processus de se déployer dans leur entièreté. Mais voilà, il n'était pas du tout dogmatique. Pour lui, c'était pas non plus miraculeux. Il y avait même beaucoup de choses qui se sont développées pour lui-même après son analyse. Alors, je ne vais pas vous parler de la vie de Guntrip parce que c'est pas nécessairement important pour ses idées, mais il n'empêche que voilà, on sent dans ses écrits une ouverture d'esprit, une ouverture dans le raisonnement et dans la réflexion. Sachant qu'il n'était pas juste psychanalyste, il était psychologue et il était aussi prêtre dans la foi protestante. Un minister, comme on dirait en anglais. Voilà, pasteur, je crois, en français, en bon français. Du coup, voilà, c'est donc quelqu'un de très ouvert d'esprit, ou qui au moins l'était. Alors, du coup, voilà, je voulais juste vous dire ça, qu'il n'était pas dogmatique et qu'aussi, je trouve qu'il répond très bien aux critiques. C'est-à-dire que, en fait, il explique aux gens qui sont critiques de la psychanalyse qu'ils ont le droit de l'être, mais qu'il faut bien comprendre que personne ne serait assez cynique pour continuer ces méthodes de longue durée, juste pour amasser de l'argent. Enfin, que en gros, le cynisme ne fait pas vraiment partie de la psychanalyse. Assez bizarrement. En tout cas, dans les yeux de Guntrip. Et ça, je trouve ça assez intéressant, justement, qu'il soit aussi ouvert et pourtant aussi à fond dans la psychanalyse. Et voilà, ça résume un peu le personnage et sa pensée. Donc j'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, pour moi, il est important justement d'introduire ce genre de nouveautés dans la pensée française qui, je trouve, parfois en fait, reste trop centrée sur elle-même et pas assez sur le monde extérieur. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et si vous avez des critiques ou même des choses que vous voulez ajouter ou vous pensez que je les ai pas assez mises en avant, vous n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Alors je sais pas quand est-ce que je referai une vidéo en français, mais en tout cas, à la prochaine. Ciao.